Et pour commencer cette quotidienne, donc, l'histoire de Steve. Steve a grandi dans un quartier compliqué de la banlieue de Strasbourg, isolé dans sa cité. C'est un garçon plutôt renfermé sur lui-même, souvent cloîtré dans sa chambre. Il travaille comme chauffeur-livreur aux côtés de son père, qui a réussi à le faire engager dans son entreprise de transport de marchandises. Et à 22 ans, le jeune Alsacien renoue avec une ancienne connaissance, Alexandra. Cette jeune vendeuse dans le prêt-à-porter, qui est légèrement plus âgée que Steve, a grandi dans le même quartier que lui. Et un jour, elle le contacte pour lui proposer un tête-à-tête. Steve accepte alors, sans hésiter. Et pour cause, il a eu très peu d'histoires sentimentales dans sa vie et n'est pas très à l'aise avec la jante féminine. Lors de son premier rendez-vous avec Alexandra, Steve se montre donc timide et discret, mais Alexandra craque tout de même pour le jeune homme et une relation démarre entre les deux Alsaciens. Si au départ il file le parfait amour, rapidement, Steve va en fait devenir le souffre-douleur de sa compagne. Coups, insultes, brimades et même humiliation. Steve est constamment rabaissé par Alexandra dans l'intimité de leur foyer. Avant de recevoir Steve, en direct sur notre plateau, retour sur cette histoire d'amour qui va virer au cauchemar. Nous sommes dans la banlieue strasbourgeoise. C'est ici que vit Steve, un garçon particulièrement solitaire et isolé. À 22 ans, ce jeune chauffeur-livreur vit seul et il a peu d'amis. Mais en mars 2002, il fait la connaissance d'Alexandra. Les deux Alsaciens s'étaient déjà croisés plusieurs années auparavant. Et Steve avait tapé dans l'œil de la jeune femme. Alors, elle décide de le contacter pour le revoir. Et ils se mettent en couple. Steve tombe amoureux pour la première fois de sa vie. 3 ans plus tard, une heureuse nouvelle vient bouleverser la vie du couple. Alexandra attend une petite fille. Et pour le futur papa, rien ne pourrait entacher ce bonheur. Pourtant, il va vite déchanter. Dès la naissance du nourrisson, en 2005, Alexandra change brutalement de comportement. Steve ne la reconnaît plus. À la moindre remarque, il subirait de graves violences de sa part. Crachats, coups, étranglements. La mère de famille l'aurait même attaqué à 3 reprises à l'arme blanche. Humilié et blessé quotidiennement, Steve perd alors toute confiance en lui. Mais il reste persuadé qu'Alexandra peut encore changer. En 2009, un petit garçon vient agrandir la famille. Mais la vie de couple ne s'arrange pas. Selon Steve, la mère de ses enfants le trompe avec un de ses collègues de travail. Et alors que le chauffeur-livreur l'implore de lui dire la vérité, Alexandra finit par l'avouer. Ce ne serait d'ailleurs pas la première fois qu'elle aurait une liaison extra-conjugale. Pour Steve, c'est un choc. Complètement soumis à cette épouse violente et caractérielle, il se sent trahi et ne fait plus confiance à personne. Mais il n'arrive pas à se séparer de son premier amour, malgré les mises en garde de ses parents. Les violences seraient alors montées crescendo. À tel point que le 17 octobre 2010, les gendarmes sont obligés d'intervenir à leur domicile. Une nouvelle scène de violence a en effet éclaté. Les 2 concubins sont emmenés au poste. Et en examinant le passé du couple, les gendarmes constatent que les violences commises par Alexandra sont extrêmes et surtout répétées. Sur décision du juge, ils sont renvoyés tous les 2 en comparution immédiate. Le lendemain, Steve est relaxé, mais sa compagne est condamnée à 6 mois de prison avec sursis pour violence sur conjoint. Pourtant, Steve décide de rester auprès de sa bien-aimée et il n'est pas au bout de ses surprises.
Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. Bonjour Steve. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être en direct avec nous sur ce plateau. Merci à vous. On va parler un peu de votre enfance parce que je pense que ça définit un peu votre caractère et celui que vous êtes aujourd'hui et pourquoi peut-être vous avez subi tout ça, toute cette violence de la part de votre compagne qui va aller jusqu'à une tentative de meurtre. Donc c'est des choses très dures que vous avez vécues. Vous êtes né à Strasbourg, dans le quartier d'Haute-Pierre, Oui, c'est ça? oui, c'est ça. Et vous avez grandi là-bas en vous sentant plutôt mal à l'aise dans ce quartier? Oui, j'étais mal à l'aise. J'étais un enfant qui était souvent piétiné, tout ça. Piétiné, c'est-à-dire? J'étais souvent humilié devant tout le monde, à l'école déjà. Par les autres élèves? Oui. Et je me suis renfermé sur moi-même par la suite parce que j'étais vraiment pas bien, tout ça. Et les autres élèves, pourquoi ils avaient ce comportement vis-à-vis de vous? Parce que vous étiez timide, en fait? J'étais quelqu'un de timide, j'étais quelqu'un qui se défendait pas, toutes ces choses-là. Et au fil du temps, par la suite, je suis resté chez moi à la maison parce que je préférais éviter tous ces gens. C'est-à-dire que vous sortiez pas, vous aviez pas d'amis? Non, j'avais pas d'amis, j'avais une connaissance, mais voilà, c'était éphémère. Vous étiez malheureux? Oui. J'étais malheureux, j'ai une bonne famille, tout ça. Mes parents, ils étaient toujours là, tout ça, mais dans ce quartier, j'étais très malheureux, tout ça. Et je pouvais plus aller à l'école à un moment, tout ça, et... À cause des humiliations, à cause des violences? À cause des violences, j'avais pas le droit de copines, tout ça aussi. Comment ça, vous aviez pas le droit? Les copines, ils me disaient qu'ils voulaient pas être avec moi parce que c'était eux qui devraient me défendre, si ça. Des autres du quartier, tout ça. Vous pensiez, en fait, les filles pensaient que vous étiez trop fragile, c'est ça? Et elles n'avaient pas envie d'être avec vous? Oui, voilà. Ils pensaient pas, ils voyaient que j'étais quelqu'un de fragile, quelqu'un de faible, quelqu'un qui se laissait marcher dessus, tout ça. Mais vos parents, ils réagissaient comment? Ils voyaient ça, vos parents? Ils sentaient quand même, non? Oui, ils sentaient, ouais. Ils sentaient. J'étais malheureux, j'entrais à la maison, parfois je pleurais dans la chambre tout seul. Ma mère, elle allait au travail et tout ça, et mon père et ma mère devaient aller à leur travail. Et parfois, je leur demandais pour déménager, tout ça. Et malgré qu'ils n'avaient pas beaucoup de moyens, j'ai dû m'adapter à ces situations-là. Et... Quand vous repensez à cette jeunesse, à cette enfance que vous avez vécue, j'ai le sentiment qu'il y a un peu d'émotion parce que vous étiez malheureux, en fait. Oui, beaucoup. J'ai raté beaucoup. J'ai raté toute ma jeunesse. J'ai pas eu d'amour. J'ai pas connu l'amour envers une femme, tout ça comme tout à Jusqu'à quel âge? Ma première copine, c'était... Alexandra. Oui. Et vous aviez quel âge? J'avais 22 ans. Et vous aviez eu des petites amies ou même pas? Non, j'en avais une. J'avais une connaissance, une fille, à l'école, mais par la suite, elle m'a laissé tomber parce que je pense peut-être par pitié ou je sais pas comment. Je pense qu'elle m'a côtoyé peut-être par pitié ou je saurais dire comment pendant 2 ans. Après, à un moment... C'est dur de dire ça quand même, elle m'a côtoyé par pitié. Oui. Vous avez vraiment ce sentiment? Oui. Et à un moment, après, j'étais... je sais pas comment dire... j'étais quelqu'un qui est... En fait, je suis quelqu'un qui est un peu gêné ici, ça. Je sais pas comment dire... parce que j'ai pas vu beaucoup de monde dans ma vie, tout ça. Vous êtes isolé, en fait? Vous êtes Oui. renfermé sur vous-même? Oui. Alexandra, c'est elle qui va prendre contact avec vous, en fait? Vous la connaissiez d'avant, elle va prendre contact avec vous, elle va commencer à vous revoir, et il va y avoir un coup de foudre entre vous? Ou vous avez un peu peur des femmes? Non, moi j'étais timide parce que voilà... Bah oui, c'est pour ça, oui. Une femme, c'est quand même... pour moi, c'est quelque chose... c'est comme si c'était un joyau, je sais pas comment dire. C'est quelque chose... Vous respectez beaucoup les femmes? Oui, voilà. Et c'est quelque chose qui... C'est le cadeau. Pour moi, j'ai vu l'amour véritable. Comme ma jeunesse, je l'ai passé dans la télé. Les films romantiques, tout ça. Pour moi, c'était ça, le vrai amour, comme dans la télé, tout ça. Vous rêviez, il y a les filles qui rêvent au prince charmant, vous rêviez un peu à la princesse, c'est ça, si je comprends bien? C'est un peu ça, vous rêviez d'avoir la princesse idéale qui, un jour, allait vous rencontrer? Oui. Et... avant ça, voilà, j'avais fait une bêtise et suite à ça, après cette bêtise, c'est là où j'ai rencontré madame, mon ex, je veux dire. Et elle avait su mes histoires d'auparavant et c'est là, un près de cheval, que je l'avais rencontrée.
Et moi, j'étais timide parce que c'était un copain qui m'a dit que pour ce rendez-vous, il y avait 2 filles. J'en connaissais une et elle, je connaissais juste comme ça. Elle vous fait quelle impression, Alexandra, quand vous la voyez? Impressionnante? Ouais, elle était impressionnante. Le lendemain, elle m'avait téléphoné et j'étais tout content parce que j'ai reconnu sa voix. Je me suis dit, voilà, c'est la première fois qu'une fille me téléphone. À 22 ans? Oui, c'était la première fois et j'attendais ça depuis très longtemps, depuis l'âge de 14-15 ans. Et je me suis dit là, j'étais déjà content. Elle m'a dit, ouais, tu sais c'est qui au téléphone? J'ai dit oui, je sais c'est qui. Et elle m'a dit, tu sais pourquoi je t'appelle, tout ça? Et je lui ai dit, oui, je sais. Ah non, j'ai pas dit, je sais, pardon, excusez-moi. Et vous avez compris qu'en fait, elle était attirée par vous, oui, à ce moment-là. Et il y a une relation qui va commencer entre vous. oui, Donc vous êtes sur un nuage à ce moment-là? oui, je suis sur un nuage, C'est la princesse dont vous rêviez? Oui, je commençais vraiment à vivre l'amour, tout ça, et tout de suite, même pas un an après, on a eu notre fille, tout ça. Mais juste quand même, physiquement, c'était la femme dont vous rêviez? En apparence? Parce qu'en général, quand on rêve, alors il y a un peu les clichés, mais comme on était dans les clichés avec la princesse et le prince, on rêve à une femme assez féminine, etc. Elle était un peu plutôt masculine, non? Elle était Ouais. un peu dure. Ouais, elle était quelqu'un un peu dur. Moi, je pense que je pense, au début, je suis allé parce que j'étais dans ma tristesse, dans ma jeunesse. Vous aviez tout ça. besoin d'avoir quelqu'un, en fait. Voilà. Et quelqu'un qui vous prenne en main aussi, non? Oui. C'était ça. Et je pense que mon erreur que j'ai fait, c'est que j'ai pris la première venue. Je pense que c'est ce que j'ai fait comme erreur. Oui, mais parce que, en fait, comme vous n'aviez pas connu d'autres filles avant, c'est la première fois que quelqu'un s'intéressait à vous. Et je pense qu'à ce moment-là, vous vous êtes dit, c'est formidable. Oui. C'est avec elle que vous avez eu votre première relation amoureuse? Oui. C'était avec elle, j'ai toujours respecté. Et ça se passait comment, bien? Ça se passait bien au début, mais après 6 mois, c'était la catastrophe. Pas 6 mois, après un an, je vais dire. Dès qu'il y a eu la naissance, tout ça, c'était... Mais vous, enfin, avec votre passé, avec votre histoire que vous nous racontez, quand vous apprenez qu'elle est enceinte, déjà, Oui. ça doit être un moment fabuleux pour vous. J'étais joyeux, j'étais comme tout père, j'étais content, heureux, tout. Vous avez quel âge à ce moment-là, 23, 24? J'avais 23 ans, oui. 23 ans, à 23 ans, donc, et elle vous dit quoi? Elle est contente, a priori, avant? Oui, elle était déjà contente, mais je savais qu'elle voulait aussi un enfant auparavant avec une ancienne personne, son ex. Elle voulait aussi un enfant, elle m'avait dit tout ça. Elle voulait toujours un enfant déjà avant. Et quand elle a accouché, moi, je travaillais, tout ça. Et mon père, le téléphone, il sonne, c'était l'hôpital, tout ça. Et j'ai réveillé mon père. Et je dis à mon père, viens, on va vite à l'hôpital. Si ça, elle est en train d'accoucher. Mon père, il a roulé à vive allure, tout ça. Et voilà, j'étais joyeux. Je me suis dit, voilà, c'est le double de moi. Et si ça, j'ai changé ma vie auparavant. Si ça, et moi je pense que j'ai fait l'erreur, que j'ai pris la première venue, mais j'étais heureux, tout ça. Vous avez quel âge aujourd'hui, Steve? J'ai 40 ans. Parce que vous parlez de ça, c'est assez étonnant. Vous en parlez comme un enfant, en fait. C'est assez étonnant de la façon que vous avez de raconter votre histoire et votre vie. Vous en parlez presque comme un enfant qui, à un moment donné, a vécu quelque chose de formidable, croyait qu'il allait vivre quelque chose de formidable. Oui. C'est un peu ça? Oui, moi, la plupart des personnes que j'ai connues, ils m'ont dit que je vivais dans un autre monde, ouais. Le monde des bisounours, ouais. Comme ils me disent. C'est un peu l'impression que c'est là en quelques minutes, c'est un peu l'impression que ça donne. En fait, vous vivez un peu dans un monde idéal, oui. qui est pas la réalité. On va parler avec Jean Dorido dans un instant, mais qui est psy. Mais j'ai ce sentiment-là, en fait, vous êtes un peu coupé de la réalité, non? Oui, je vis dans un autre monde. Pour moi, c'est comme si j'étais ailleurs, dans un autre monde. Je sais pas. Et mon monde à moi, il n'y a pas de violence, tout est bien. Malgré que je sais qu'on vit dans ce monde-là, il n'y a pas toutes les choses qui sont bien, il y a des choses mauvaises. À la naissance de votre enfant, le comportement de votre compagne va changer. Oui. Elle va commencer à être beaucoup plus agressive, oui. Beaucoup plus dure avec vous. C'est quoi son comportement? Quel souvenir vous avez des violences qu'elle va commencer à exercer sur vous? En fait, j'ai toujours les souvenirs parce que pour moi, ils sont presque toutes les semaines dans ma tête encore. Malgré que j'ai changé ma vie, parce qu'avant, comme j'ai dit comme j'ai un peu parlé à journaliste, tout ça, chez vous. À notre équipe. Et à votre équipe. Et j'ai dit qu'avant,
je pouvais même pas aller dans un magasin. J'étais quelqu'un de très anxieux. Même pour aller à mon travail, grâce à mon père, j'ai eu mon travail. Auparavant, il m'attendait pour ouvrir les portes à mon travail parce que j'étais quelqu'un d'anxieux. Mon ex, elle me disait que j'étais un gay, tout ça, que je marchais comme un gay. Vous étiez gay? Oui, elle disait que j'étais un gay, si ça, ouais, elle m'humiliait et moi, je pensais que c'était vrai ce qu'elle disait, si ça, et j'avais honte et si ça. Elle avait beaucoup d'insultes homophobes Oui. contre vous, hein. Je vois, elle disait arrête de marcher comme un PD. Elle disait elle vous faisait mal aussi? Oui, ça faisait mal. Qu'est-ce qu'elle vous faisait? Elle me violentait aussi en même temps, elle me mettait des coups, elle me serrait les testicules. Elle vous serrait les testicules? Oui. Et pourquoi? Comme ça, j'avais pas le droit de dire un mot. Chaque mot que je disais ou que je demandais quoi que ce soit, j'avais tout de suite pratiquement une violence, devant même les enfants. Donc elle vous frappait, mais excusez-moi, mais quand elle vous serre les testicules, c'est juste pour vous faire mal? Ouais, c'était pour faire mal. En plus, c'était vraiment fort. C'était vraiment fort. Et parfois, c'était quand on faisait l'acte sexuel, Ouais. ça aussi. Et elle faisait ça pendant l'acte sexuel? Oui, elle me serrait les testicules. Mais vous dites quoi quand ça arrive, ces choses-là? J'ai hurlé de douleur, j'étais dans la chambre, j'étais plié en quatre, comme on dit. Et j'ai accepté parce que je sais pas pourquoi j'ai accepté. Je sais pas encore, même aujourd'hui. Tout le monde me disait de partir, mes parents, ou qui avaient... Mais vous le racontiez à vos parents, ça, par exemple? Ils étaient déjà intervenus aussi dans l'appartement, tout ça. Et ils disaient qu'est-ce que je fais encore avec elle, qu'il y a d'autres femmes, et qu'un jour elle va me tuer, tout ça. Et pourquoi vous acceptez? Vous le savez aujourd'hui? Pourquoi vous acceptez J'ai accepté par d'être amour. maltraité? J'ai accepté par amour parce que c'était... J'ai porté vraiment un amour grand. Tout le monde le savait, même la justice. Ils me disaient pourquoi je parle pas d'elle, et si ça. Ils essayaient de me faire comprendre aussi que c'était pas une personne bien pour moi, qu'un jour ça va aller très mal peut-être aussi. Et c'est ce qui est arrivé. Elle vous menace avec un couteau? Oui, C'est arrivé plusieurs fois? plusieurs fois, oui, devant même les enfants à table. Elle vous a blessé déjà avec un couteau? Oui, elle m'a planté à la cuisse, à l'arrière et à l'avant et à la main. J'étais cousu à l'hôpital, mon père il m'a ramené. Et... Quand ça arrive, vous allez à l'hôpital, Oui, vous revenez à la maison. oui, Pourquoi vous revenez à la maison à ce moment-là? je sais pas. Je sais pas, c'est par amour. J'avais peur aussi d'être seul dans ma vie. Parce que j'étais quelqu'un qui était en manque de confiance. Et je me suis dit, personne ne va accepter quelqu'un comme moi, notre fille. Mais vous aviez pas peur qu'elle vous reviolente à nouveau? Si, je pensais qu'elle allait me reviolenter parce que c'était des habitudes après par la suite. Je savais qu'elle allait elle avait pris habitude. C'était le quotidien après. Le quotidien il était tout le temps de violence. Je savais que j'allais recevoir encore des violences, mais j'espérais que j'allais vivre meilleur qu'on allait vivre meilleur par la suite quand même, qu'un jour ça va cesser. Mais vous continuez à l'aimer pendant ce temps-là? Oui, Parce que vous me dites, je reste avec elle par amour, mais c'est-à-dire que quand elle vous frappait, quand elle vous plantait des couteaux dans la cuisse, vous êtes obligé d'aller à l'hôpital pour faire recoudre, on l'a bien compris. Oui. Vous l'aimez quand même? Oui. Qu'est-ce que vous aimez en elle dans ces moments-là? Je sais pas. Je sais pas vraiment. J'étais quelqu'un vraiment qui était détruit. J'étais détruit. Et elle abusait de votre faiblesse, en fait. Oui. C'est ce qu'on ressent, en tout cas, à travers vos propos. On a le sentiment que vous étiez quelqu'un de fragile, vous nous l'avez raconté à cause de votre jeunesse, quelqu'un de faible, et que elle avait besoin de dominer. Et elle a pris cette domination sur vous, mais ça allait très très loin. Elle domine encore au niveau de la justice, elle domine encore avec des autres personnes, parce que parfois, après la suite, elle portait encore plainte sur moi pour des... Même si je la contactais pour les enfants, pour des sujets d'enfants et pour des sujets qu'on avait une maison auparavant. Et elle avait fait des impayés, elle était expulsée de la maison suite quand j'étais parti. Et c'est le seul contact que j'ai encore avec elle. Et j'ai même pas le droit de prendre contact vraiment avec. Elle m'a envoyé les gendarmes, porté plainte. Elle a porté plainte avec un... Elle avait... Il y a une succession de plaintes parce qu'elle dit que c'est vous qui l'attaquez. Voilà. Vous dites que c'est elle. Il y a tout un échange comme ça. Vous avez passé combien de temps avec elle? 16 ans.
Et sur ces 16 ans, il y a combien de temps de violence? 15 ans? Oui, il y a 14 ans de violence facile. 14 ans, j'ai des crachats. Elle vous crache dessus? Oui, elle me crachait dessus. Elle me mettait des coups au visage. Elle me mettait les coups de couteau qu'elle faisait. Elle m'enfermait dans des établissements de santé aussi. Parce que comme on avait des enfants ensemble, elle avait droit de m'enfermer avec la signature, tout ça. Je me retrouvais là-bas. Quand j'allais à l'hôpital de santé, la première fois que j'étais là-bas, j'avais fait une crise parce que j'ai dit j'ai rien à faire là. Et parce que j'ai fait une crise, ils m'ont mis dans une pièce avec une camisole et ça, et ça a duré 3 jours. Et Steve, vous pensez qu'elle vous aimait, cette femme? Au début, je pense que oui. Après, non, je pense pas. Après, elle se servait de vous? Je sais pas pourquoi elle est restée avec moi. Je sais pas. C'est parce que... Pendant ces 14 ans, quand elle commence à vous frapper, à vous faire du mal, vous continuez à avoir des relations sexuelles avec elle? Oui. Même après, encore, elle me disait de venir à la maison. Après que j'étais... suite à ce qu'il y a eu par la suite. Et moi, je me suis dit, quand elle me dit de venir à la maison, je me suis dit, il y a une possibilité qu'on va de nouveau faire un couple. À chaque fois, vous pensez que ça va reprendre, à chaque fois, vous pensez. Mais vous avez envie d'avoir des relations sexuelles avec elle? Oui, je sais que c'est fou. On m'avait déjà dit, un jour, j'avais affaire avec un psychologue ou un psychiatre. Il avait dit qu'on était des sadomasochistes, je crois que ça s'appelait. Sadomasochistes. Ouais. C'est ce qu'on m'avait dit. Ouais. Mais, alors, bon, puisqu'on est sur ce terrain-là, mais ça veut dire que vous, par exemple, quand elle vous faisait du mal pendant que vous faisiez l'amour, vous aimiez ça? Non, j'aimais pas du tout. C'est un peu ça, sadomasochisme, non, Jean Dorido, quand même? C'est trouver du plaisir dans la violence. Alors, le sadomasochisme, c'est une pratique sexuelle qui, couramment, se pratique entre personnes consentantes. Oui. Ce sont 2 fantasmes qui se rencontrent. Une personne a le fantasme d'infliger une souffrance physique, il y a une autre qui a le fantasme de souffrir, et ça se passe entre adultes consentants, et ça ne quitte pas le lieu de la chambre à coucher, et tout va très bien. Là, le souci majeur, c'est qu'il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de consentement de la part de Steve. On parle beaucoup de consentement en ce moment. On a peut-être une Alexandra qui est dans ce fantasme des souffrances physiques, qui ressent du désir. On a un garçon qui ressent du désir pour sa compagne, jusque-là, c'est assez légitime et compréhensible. Et donc, le souci, c'est que là, Steve subit le fantasme de sa partenaire. Oui, mais alors, excusez-moi, Steve, mais moi, je suis un garçon comme vous, mais je me dis que quand je suis avec quelqu'un qui me fait du mal, etc., je vais avoir du mal à avoir une relation sexuelle. Oui. Si je souffre, si on me fait mal, si on me plante un couteau, comment vous y arrivez, vous? Je sais pas, moi je dirais parce que voilà, comme mon monde, comme je vous ai dit, il est un peu différent comme on vit. Oui, mais la douleur, vous la ressentez? Oui, je la ressentais, oui. J'en pleurais. Parfois, le dimanche, quand elle s'allongeait, parfois, à un moment, on dormait plus ensemble vers la fin. Et il m'arrivait le dimanche, avant qu'elle s'endorme au canapé, elle allait au canapé. Je faisais toujours un bisou sur la joue. Malgré tout ça? Et je lui caressais la joue en même temps, c'est ça. Et parfois j'éprouvais de la peine parce que même c'est moi qui éprouvais de la peine envers elle. Parce que je me disais, je comprenais pas pourquoi ces gestes elle faisait aussi, parce qu'au début elle n'était pas comme ça. Au début elle n'était pas du tout comme ça. Et vous aviez envie de comprendre en fait, c'est ça? Et le peu que je lui demandais, le peu que je lui disais pourquoi elle agit comme ça avec moi, pourquoi les sujets sexuels et tout ce que Et c'était tout de suite des actes de violence sur moi, tout de suite. Ouais, elle ne répondait pas, elle vous frappait. Donc, tout de suite, oui. Jean Dorido, c'est quoi votre regard quand même? Parce que on voit le garçon qui est replié sur lui-même, qui est perdu, on voit cette femme qui vient, qui prend le pouvoir, mais après, je pense qu'on se demande tous, c'est comment il peut passer 14 ans, et y compris avec des gestes d'affection. Ce qu'il vient de raconter à l'instant, Steve, c'est assez incroyable. C'est-à-dire qu'elle le frappe, elle lui fait du mal, et puis quand elle se couche, il va lui faire un petit bisou, un petit câlin. C'est extrêmement touchant. Le regard que l'on peut porter sur la situation, on est purement dans la psychologie de l'emprise. Et la psychologie de l'emprise, c'est quelque chose de fascinant. Et bien sûr qu'il y a un terrain, même si nous sommes
tous susceptibles de tomber sous emprise. On le voit régulièrement avec des sectes, avec des gourous comme ça, qui vont mettre des personnes comme vous et moi sous leur emprise. Et il faut rester très très vigilant, très méfiant de cette mécanique. Il y a des terrains, des personnalités plus ou moins, je dirais, aptes à basculer sous emprise. Et là, quand je vous entends, Steve, bien sûr, il y a cette scolarité extrêmement difficile. On parle beaucoup en ce moment du harcèlement scolaire. Ça n'a pas attendu les réseaux sociaux, hélas. Et vous avez été, de ce que je comprends, contraint de vous isoler. Donc il n'y a pas eu tout ce à quoi vous faites allusion, Jean-Marc, qui sont des réactions, je dirais, d'adultes, qui a appris à dire non, qui a appris à dire là, je ne suis pas OK avec ce qui se passe. Vous, Steve, vous n'avez pas pu apprendre ça par la force des choses. Vous avez été harcelé par des camarades. C'est-à-dire que la psychologie de l'emprise, c'est aussi se rappeler que nous sommes des animaux, nous sommes des mammifères, on fait partie de la famille des grands singes. Ça veut dire qu'il y a des individus qui sont dominants. C'est plus ou moins génétique. Il y a des individus, les autres sont soumis. Et donc, on est dans une espèce de logique du maillon faible. Quand une personne devient ce que les ados appellent une victime, tout le monde lui tombe dessus. Évidemment que la majorité va basculer du côté de dominance, suivre les dominances que vous décrivez, de dire mais moi les filles elles voulaient pas finalement aller avec moi parce qu'évidemment la fille elle est pas folle. Elle dit moi si je vais avec lui, je vais être une victime. Moi aussi je vais devenir une victime et on va me taper dessus. Donc vous avez été isolé par la force des choses, avec c'est vrai oui un monde un peu idéalisé à travers les comédies romantiques etc. Et effectivement Alexandra arrive, le terrain est prêt pour effectivement qu'elle puisse installer une emprise. Et ce que vous évoquez, Jean-Marc, cette incompréhension, ça, tous les psychologues se retrouvent là-dessus, même quand on regarde ce qui se passe au niveau de l'enfance en danger, même des enfants maltraités par leurs parents, la collectivité les met à l'abri, eh bien, ils finissent par fuguer, retournent voir leur bourreau, parce que je vous entends beaucoup parler d'amour, pardon, je m'arrête là-dessus, les psychologues aujourd'hui parlent de lien d'attachement, de figure d'attachement, qui est peut-être plus parlant. Vous vous êtes retrouvé avec un lien d'attachement très fort, et la figure d'attachement, c'était Alexandra. Oui, et d'ailleurs, Steve le dit très bien, parce qu'il nous dit, en fait, je retournais parce que je ne voulais pas me retrouver seul. J'avais peur que plus personne ne veuille de moi, que plus personne ne s'intéresse à moi, et la seule qui me montrait des gestes, alors qui n'étaient pas des gestes d'affection, mais qui étaient des gestes, qui étaient un rapport humain, au fond, c'était elle. C'est ça, c'est la relation. Ouais. Nous avons besoin de relations, même quand cette relation est toxique, même quand elle est douloureuse, même quand elle est maltraitante. Eh bien, ce que l'on constate, c'est que les individus préfèrent malgré tout une relation plutôt qu'une absence de relation. Alors en 2010, il y a les gendarmes qui vont intervenir parce que les choses vont loin, les gendarmes interviennent, ils vous mettent en garde à vue. Le lundi, vous paraissez tous les deux en comparution immédiate. Seule Alexandra est condamnée avec 6 mois de prison, avec sursis pour violence volontaire et répétée. Et après la condamnation de votre conjointe à 6 mois de prison, vous choisissez malgré tout, une fois de plus, de vivre avec elle, de retourner vivre avec elle. Mais les violences ne vont pas s'arrêter là, bien au contraire. Et un beau jour, c'est le coup de grâce. Vous vous réveillez à l'hôpital sans vraiment savoir comment vous êtes arrivé là. Le 4 février 2019, Steve se réveille dans un lit d'hôpital. Il vient de passer 3 jours dans le coma et ses cordes vocales sont écrasées. Mais le père de famille ne sait ni comment, ni pourquoi. Une infirmière lui annonce alors qu'il aurait tenté de se suicider. Le père de famille n'en a pourtant aucun souvenir. Et ses parents, présents à son chevet, lui donnent un premier élément de réponse. Le soir du 29 janvier, ils auraient reçu un appel d'Alexandra vers 2h du matin. La mère de famille leur aurait demandé de venir récupérer leurs petits-enfants, car selon elle, un drame allait arriver. Vers 5h du matin, les pompiers seraient ensuite intervenus à leur domicile. Steve décide donc de les interroger pour en savoir plus. Et il apprend que c'est Alexandra qui les a contactés. Au téléphone, elle leur aurait annoncé que son conjoint s'était pendu au sous-sol. Et à leur arrivée sur place, c'est une scène terrible à laquelle les secours doivent faire face. Steve est pendu à une machine de musculation avec la laisse de son chien. Il est en arrêt cardio-respiratoire et son pronostic vital est engagé. L'homme de 39 ans est donc immédiatement transporté en réanimation à l'hôpital Haute-Pierre à Strasbourg. Steve est stupéfait par le récit qu'il vient d'entendre. Il ne croit pas à la thèse de son suicide et il est persuadé qu'il vient de survivre
à une tentative de meurtre de la part d'Alexandra. D'autant qu'il avait souscrit à une assurance vie à hauteur de 100 000 € peu avant le drame et qu'Alexandra est sa première bénéficiaire. Selon lui, elle aurait tenté de déguiser ce meurtre, finalement raté, en suicide, pour toucher le pactole. Mais contre toute attente, il décide de ne pas porter plainte. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. On est toujours avec Steve qui nous raconte les drames qu'il a vécus. On va revenir sur la pseudo-tentative de suicide dans un instant, parce que vous vous dites que vous n'avez jamais voulu vous suicider. Juste un mot, parce qu'à la fin, on a parlé de cette fameuse assurance vie de 100 000 € qui a été signée quelques mois avant. Quelques mois avant. Avant cette fameuse pseudo-tentative de suicide. Oui. Pourquoi vous signez une assurance vie de 100 000 € en faveur d'Alexandra? Je me sentais pas bien. Auparavant, j'étais malade. J'étais opéré d'une polype. Et elle était presque cancéreuse. C'était quelques temps avant. Et je me suis dit, pour la couvrir, tout ça... C'était plus pour les enfants, en fait? Parce que vous avez 2 enfants à ce moment-là, oui. avec elle. Donc c'était plus pour les enfants que vous avez signé ça? C'était plus pour les enfants, mais aussi pour elle. Et au début... Attendez, juste pour elle, avec tout ce qu'elle vous fait? Oui. C'était pour la couvrir parce que je sais qu'il y avait quelques problèmes de loyer, si ça. Et je me suis dit, je l'ai fait devant elle à la banque chez moi. Et ma conseillère, elle a dit à mon ex de sortir du bureau parce que voilà. Elle sentait qu'il y avait une emprise peut-être. Elle voulait vous avoir les yeux dans les yeux, quoi. C'est elle qui s'occupait de tous mes comptes bancaires, tout ça. Elle avait. Mais est-ce qu'Alexandra vous a forcé à signer ce papier? Non. C'est moi qui l'ai fait. Et la banque, elle m'avait dit de mettre à 20 000 €, que c'était suffisant. Et j'ai dit non, parce que c'est pas assez. Et je suis allé jusqu'à 100 000 € pour les couvrir vraiment, en cas s'il arrive quelque chose. Parce que j'avais de nouveau... j'étais opéré 4 ans après, de nouveau. Et j'avais encore une polype. Et je me suis dit, un jour, peut-être je vais y passer. Ou... Ce jour-là, quand les pompiers sont arrivés, vous êtes pendu par la laisse du chien à une machine à musculation. Oui. Est-ce que c'est vous qui vous êtes suicidé? Non. Pour moi, pas du tout. Comme j'ai dit, j'étais rentré du travail. J'avais remarqué... ce soir-là, c'était passé... j'avais remarqué de nouveau une liaison. Une liaison qu'elle avait? Oui. Elle vous trompait? Oui, elle me trompait, oui. Et il y avait de nouveau une liaison avec cette personne. Ouais. J'avais déjà remarqué auparavant. Et... elle m'avait dit que comme quoi elle ne le voyait plus, tout ça. Et en fait, quand elle le voyait encore, j'avais vu dans la camionnette que je roulais, j'ai vu sur les réseaux sociaux que comme quoi ils étaient de nouveau en contact et je lui avais téléphoné. Et après, je ne me suis plus rappelé parce que j'étais retrouvé pendu, tout ça. Quand je suis rentré, c'est là que je me suis retrouvé pendu. Et je sais qu'elle m'avait déjà étranglé avec cette même laisse. Elle a appelé vos parents avant que ça arrive, avant que ce drame. Et elle leur dit quoi? Venez vite, il y aura un drame. Il y aura un drame. Oui. C'est-à-dire que vous n'êtes pas encore suicidé. Oui. Et elle dit, il va y avoir un drame. Oui. Elle dit, venez vite récupérer les enfants parce qu'il y aura un drame qui va avoir lieu. Mais juste quand elle vous trouve pendu avec la laisse du chien à la machine de sport, elle vous détache? Non. Elle vous détache pas? Non, c'est les pompiers qui m'ont enlevé. Donc c'est-à-dire, elle trouve son compagnon pendu, et son premier réflexe, c'est pas de vous détacher? Non. C'est les pompiers. Elle m'a même dit que comme quoi elle m'a vu en train de partir avec les yeux retournés, tout ça. Et c'est là où j'ai fait tilt, que comme quoi il y avait quelque chose, parce que quelqu'un, en plus j'ai vécu avec 16 ans, qui voit quelqu'un partir devant elle-même, on ne peut pas la laisser comme ça accrochée dans la logique. Ben oui. Et c'est pour ça que j'ai dit aux gendarmes, c'était la preuve numéro 1 déjà. Parce que pourquoi on m'a laissé accrocher? Pourquoi on me laisse accrocher? Et elle a téléphoné quelques minutes avant ça aux pompiers, à l'avance. Avant que vous soyez pendu? Oui. Elle appelle les pompiers avant? Oui. Elle a dit, c'est un peu bizarre comme histoire. Elle a dit que comme quoi je me suis pendu et c'est là qu'ils sont venus. Est-ce que vous avez porté plainte contre elle? Non. J'ai jamais porté plainte. Mais pourquoi? Par amour, je lui ai porté amour. Non, mais pas encore. Encore? J'ai porté amour et pour moi l'amour, c'est l'amour véritable, c'est
C'est ça, pour moi, c'est ça l'amour. C'est pour le meilleur, le pire, comme on dit, comme le mariage. Mais là, vous avez plus le pire que le meilleur, non? Je sais. Je sais pas pourquoi. Peut-être que je suis quelqu'un de bizarre ou je sais pas comment. Mais là, ça veut dire qu'à ce jour-là, alors on parle, vous n'avez jamais porté plainte contre elle? Non. Et vous ne voulez pas le faire? Non, jamais. Jamais? Je voulais jamais porter plainte, jamais. Parce Mais que ça vous veut l'aimez dire... encore? Non, parfois j'y pense encore à elle. Ouais. Je vous dis la vérité, je pense encore à elle. Si ça, je sais pas pourquoi. Et juste, avant de répondre, il y a eu une hésitation, là. Je vous ai vu hocher la tête. Vous hésitez? Oui, je sais pas. J'ai vécu 16 ans avec elle. Et je sais pas. C'était mon habitude. J'étais habitué par elle. J'étais tout, malgré tout ce qu'elle m'a fait. Et c'est ce qui m'a coûté presque ma vie. Mais oui, justement. Et j'ai jamais eu de réponse. J'ai même pas. Elle m'a toujours dit que comme quoi, après la séparation de ça, elle m'a dit que comme quoi. Je précise que la séparation, c'est elle. Oui, c'est elle. C'est elle qui, après ce fameux suicide, Oui. elle dit stop. Oui. C'est elle qui le dit. Elle Parce dit... que vous étiez prêt à retourner avec elle? Oui, moi je serais resté avec elle. Je serais resté. Mais au fond de vous pensez quand même que c'est elle qui a peut-être voulu Oui, pour se moi. débarrasser de vous, peut-être parce qu'il y avait 100 000 euros en bout de course aussi. Oui. Mais et malgré tout, vous voulez rester avec elle? Oui. Pour moi, c'est elle qui m'a accroché parce que je sais qu'elle m'a accroché. Elle m'a accroché avec la même laisse. Elle m'a pas accroché, elle m'avait déjà étranglé avec la même laisse. Elle m'a fait déjà des étranglements. Et l'erreur que ça arrive aussi à des autres personnes. Et l'erreur qu'on fait, c'est que parce qu'on pense que la personne qui est en face de nous, qu'on aime aussi ça, et que la personne va lâcher à un moment. C'est-à-dire. Steve, ça a duré 14 ans. Oui. À un moment, on se réveille. Non? Mais à un moment, oui. Mais là, j'ai commencé à me réveiller, mais elle reste quand même en moi parce que j'ai vécu 16 ans avec elle et je sais pas pourquoi. Jean Dorido, Elle a pris prise. docteur en psychologie. C'est un témoignage extrêmement touchant. C'est-à-dire qu'on a parlé effectivement de cette enfance très difficile, une espèce de phobie sociale, voilà, qui se met en place par la force des choses. C'est-à-dire qu'on le voit bien, on le voit avec les enfants soldats, on voit à quel point on est fragile quand on est enfant. Et manifestement, je m'autorise à vous le dire directement, Steve, vous n'avez pas appris, vous n'avez pas eu la chance d'apprendre, je vous entends beaucoup parler d'amour, vous n'avez pas appris que quand on aime quelqu'un, on ne l'attache pas avec une laisse pour lui faire du mal. Ce n'est pas ça l'amour. Et j'ai beaucoup de respect pour ce que j'entends dans votre bouche. Et bien sûr, je vois votre sincérité. Maintenant, je vous souhaite de tout mon cœur d'apprendre par l'expérience. Il n'y a que l'expérience qui permet d'apprendre, parce que les mots, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Les psys le savent bien, on est bien placé pour le savoir, ça. C'est l'expérience qui crée l'apprentissage. Et je vous souhaite de tout mon cœur, vous avez 40 ans, d'apprendre que, en fait, quand on aime quelqu'un, on ne le tape pas pour lui faire du mal. Ça n'est pas ça l'amour. J'ai beaucoup de respect pour ce que vous avez traversé, et votre histoire, elle est ce qu'elle est. Maintenant, vraiment, je vous souhaite d'apprendre ça. Et sur la plainte, nous n'avons pas de conseils à donner, ni les uns ni les autres. Maintenant, je vous entends beaucoup parler d'amour pour Alexandra. Je vous suggère une autre paire de lunettes, et vous faites le tri dans ce qui vous convient, que peut-être, si vraiment vous avez de l'amour pour Alexandra, peut-être que par amour, vous pouvez peut-être envisager de porter plainte, parce que ça va aussi l'aider elle. Manifestement, elle s'est fait peur, puisque c'est elle qui a mis fin à cette relation, si j'ai bien compris. Oui. Et c'est aussi parfois une preuve d'amour, de dire à la personne, tu vois là, c'est pas du tout OK ce que tu as fait, donc parce que je t'aime, je vais faire le nécessaire pour que tu puisses toi aussi t'en sortir de tes problèmes. Juste, Steve, vous avez retrouvé quelqu'un aujourd'hui? J'ai fréquenté quelques personnes, mais là, j'ai fréquenté quelques personnes et mon anxiété, elle est partie quand même. Parce que ça fait qu'un an avant, comme je vous ai dit, je pouvais même pas... Mais ces personnes, vous avez eu des relations avec? Oui. Et ça vous a pas fait oublier Alexandra? Si, quand même, beaucoup, mais... Je dirais pas trop. Honnêtement, quand on vous entend, j'ai pas l'impression que vous l'ayez beaucoup oublié quand même, non? Elle reste en vous? Elle reste quand même en moi. J'ai vécu 16 ans avec, et c'était la seule personne que j'avais vécue auparavant. Oui, mais là, aujourd'hui, on avance dans la vie. Il faut que c'est ça que je dois faire. Il faut que j'avance et
Pour l'instant, j'ai enlevé mon anxiété quand même, beaucoup. Avant, j'étais quelqu'un, comme je t'ai dit, j'étais très anxieux. Et là, ça va mieux. Oui, là, ça va mieux. Juste petite question anecdotique, qu'on va parler justice dans un instant, mais l'assurance vie, elle est toujours à son nom? Non, je l'ai enlevé après. D'accord. Maître Sébastien Codesso, quand vous entendez ça, la justice se saisit pas, par exemple, toute seule, dans un cas comme ça? Si. Justement, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que des éléments que je retiens de votre témoignage, d'abord, il n'est pas nécessaire que vous portiez plainte à ce stade. Le parquet peut ouvrir de lui-même une enquête. Sur un élément même. Je vais vous dire une chose, moi c'est ce qui m'a vraiment choqué, c'est elle vous trouve pendu à une machine, appelle les pompiers, ne vous détache pas. Oui. Ça c'est une aberration, c'est un délit. On est dans la non-assistance à personne en danger la plus claire. Et puis, c'est d'autant plus simple qu'il suffira de consulter le rapport du personnel qui est intervenu pour vous secourir, qui certainement a dû signaler qu'on vous avait retrouvé encore attaché. Oui. Pourquoi il faut porter plainte? Pourquoi? Je sais que c'est difficile de porter plainte, mais porter plainte, ça permet d'éviter l'escalade. Vous dites que vous la gardez en vous. Mais oui, vous la gardez dans vos plaies suturées. C'est là que vous la gardez. Oui. Et dans votre mental qui est traumatisé par cette relation. Porter plainte, c'est éviter l'escalade. Ça commence par des crachats, ça finit par des coups de couteau. Et puis, ça va encore plus loin. Ce qui est absolument aberrant dans votre cas, c'est que ça va jusqu'à ce suicide, ce faux suicide que vous ne reconnaissez pas comme tel. Et puis vous qui ne souhaitez pas porter plainte, non. Oui, Jean-Marc, effectivement, le parquet peut ouvrir une enquête de lui-même avec les éléments que vous nous avez transmis aujourd'hui. Vous êtes suivi, Steve? Vous êtes suivi par un psy, Non, auparavant, j'étais suivi, mais puis maintenant... Mais la justice, excusez-moi, la justice, ils m'ont même pas demandé comment ça s'est passé cette histoire. J'étais même pas convoqué, rien du tout. Oui, vous pouvez porter plainte. Enfin, vous pouvez pas dire j'ai envie que la justice me demande mon avis, oui, mais je veux pas porter plainte. Enfin, je pense qu'il y a un moment, il va falloir peut-être prendre votre vie en main. Vous avez 40 ans en plus aujourd'hui. Oui. Donc je pense qu'il faut prendre les choses en main. Oui. Non? Oui, il faut que je prenne les choses en main maintenant, et il faut que je change de vie ici, ça. Ouais. Mais c'est dur. Comme je vous ai dit, presque toutes les semaines, je pense à ces situations que j'avais. De plus aussi ma jeunesse que j'avais aussi. Mais pensez à l'avenir maintenant. Oui. Arrêtez de penser au passé et pensez à l'avenir. Et puis vous avez 2 enfants. Oui. En plus. Donc il va falloir grandir avec eux. Ils vont grandir et ils vont avoir besoin d'un père solide. Oui. Merci Steve. En tout cas, à vous. Et bon courage à vous. Merci.